C'est le jour J pour le paquet pouvoir d'achat du gouvernement qui est présenté ce jeudi en Conseil des ministres. Une facture, on l'évoquait hier sur Boursorama, de quasiment 25 milliards d'euros. Le gouvernement qui aura besoin des voix de la droite pour faire adopter donc son plan anti-inflation. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. On connaît désormais, et vous avez écrit un papier là-dessus qui est hyper intéressant, on connaît les exigences des députés républicains, ils sont d'une soixantaine. Si d'aventure le gouvernement souhaite que la droite donc soutienne ce texte, des exigences qui sont assez coûteuses. Oui, c'est ça David. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a quand même un paradoxe pour les républicains, à la fois de prôner un redressement des finances publiques, d'avoir expliqué que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron Avec cramer la caisse. Cramait la caisse et aujourd'hui réclame quand même des mesures assez coûteuses dont on peut se demander si elles sont vraiment utile. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que recommandent la plupart des économistes, ces mesures que j'imagine on va détailler dans quelques instants. Bon, donc il y a quoi? Il y a le prix de l'essence, on les passe en revue. Le plus gros morceau, c'est le prix de l'essence plafonné à 1,50 € par litre. C'est ça le gros morceau? Oui, c'est ça. Alors, les Républicains défendent d'abord une diminution du prix de l'essence. On comprend pourquoi, parce que c'est extrêmement compliqué pour l'ensemble des Français de rouler avec un prix du carburant supérieur à 2 € le litre. Donc, ils proposent de baisser les impôts pour arriver à un prix du litre de carburant qui ne dépasserait pas 1,50 €. Donc, sur le papier, on se dit, c'est bien, ça permettrait aux Français d'être quand même assez soulagés au niveau de leur pouvoir d'achat. Et évidemment, c'est le contribuable et donc tous les Français qui vont payer, à moins qu'on creuse le déficit et la dette. Et à ce moment-là, ça serait plus ou moins les générations futures. Et selon les évaluations de Bercy, qu'il faut prendre avec des pincettes, puisque évidemment le ministère de l'économie et des finances a intérêt à grossir le trait. Bruno Le Maire, mais c'est un ordre de grandeur qui vaut ce qui vaut. Ça coûterait 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, c'est énorme, c'est 2 points de PIB. Et ça, c'est le coût sur une année. Le coût pour une année entière, oui. C'est d'autant plus étonnant que, si vous voulez, les économistes en général disent maintenant le quoi qu'il en coûte devrait se terminer. On n'a plus les moyens dans un contexte de taux d'intérêt qui remonte. Il faut que l'État évidemment prenne sa part et soutienne les Français qui en ont besoin. Mais l'idéal, ça serait de cibler les dispositifs. Alors les Républicains prennent l'argument exactement inverse en disant à force de cibler les dispositifs et à force de cibler certaines populations, ce sont les classes moyennes qui sont tout le temps perdantes, elles subissent toujours les effets de seuil des mesures et donc il faut une mesure générale mais le problème c'est que quand c'est général, ça coûte très cher aux caisses de l'État. Très très cher. Surtout qu'elle s'additionne avec les autres mesures que réclamait LR. Baisse de CSG, justement, baisse de la CSG. Mais en même temps, de mémoire, elle a augmenté au début du quinquennat Macron il y a 5 ans. Ça a été corrigé, mais pas pour tous les retraités. Je crois qu'il reste quelques millions de retraités qui ont vu leur CSG augmenter. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ce que disent les Républicains, c'est qu'il y a 8 millions de retraités les plus aisés qui ont vu leur CSG augmenter de 1,7 point au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui s'en était servi pour financer une baisse des cotisations sociales salariales qui permettait d'augmenter le salaire net. Vous avez toujours une ligne sur votre fiche de paie où vous pouvez voir combien d'euros vous gagnez en fonction de votre salaire grâce à cette diminution de cotisation. Et donc les Républicains veulent tout simplement annuler cette hausse en disant que évidemment les retraités sont touchés par l'inflation, ce qui est vrai. Et on peut se demander là encore, alors que les retraités bénéficient d'une CSG qui était inférieure à celle des actifs, si c'est vraiment la mesure à prendre en ce moment, si on peut se permettre de perdre. Alors cette fois, le coût est estimé et là,
je pense que c'est assez fiable. Il est estimé à 3 milliards d'euros par an par Bercy. Quand ils avaient rebaissé la CSG sur les retraités les plus modestes après la mesure du début de quinquennat, ça avait coûté 1,5 milliard. Donc là, ça serait le double. C'est normal, c'est sur des pensions plus élevées. Donc voilà, est-ce qu'on a les moyens de baisser encore 3 milliards pour la fiscalité sur les retraités qui sont évidemment pas des personnes forcément très à l'aise, mais qui sont pas les plus à plaindre dans un pays où on sait que le niveau de vie des retraités est quand même supérieur à celui de l'ensemble de la population, ce qui est une exception en Europe. Donc là, évidemment, il s'agit d'un choix politique et on peut noter que, évidemment, la clientèle électorale de LR appartient beaucoup à cette partie de la population. Et c'est évidemment le fruit du hasard. LR qui demande aussi, Républicains qui demandent des baisses de cotisations pour que le travail paye plus. Ça peut s'entendre. Oui, tout à fait, David. Alors là, c'est en fait la reprise de la mesure qui avait été proposée par Valérie Pécresse. Alors là, les Républicains se montrent par la voix de leur chef de groupe au Parlement, de leur président de groupe Olivier Marleix, se montrent plus flous. Ils ne donnent pas les détails de la mesure, mais ils réclament une baisse de cotisation pour augmenter les salaires nets, et au motif que les Français en ont marre des chèques et veulent que leur rémunération baisse, qui peut évidemment s'entendre, mais là encore, un point de baisse de cotisation, ça coûte 10 milliards d'euros, donc il faudrait au bas mot 10 milliards d'euros, parce qu'on peut estimer qu'un point de baisse de cotisation, ça ne serait pas suffisant. Donc il faudrait 10 à 20 milliards d'euros pour que ça commence à se voir beaucoup. 50 plus 10 ou 20, ça fait 70, plus 3, 73, on est, voilà, les trois exigences à 75 milliards d'euros. Et c'est là où je me dis, bon, des mesures qui sont coûteuses, mais voilà, qui se discutent, mais qui sont un peu orthogonales quand même, un peu contradictoires ou incohérentes avec la campagne de Valérie Pécresse, qui prenait pour le coup plutôt une sagesse en termes de gestion des deniers publics. C'est tout le problème en fait quand on est dans l'opposition. Évidemment, il faut proposer des mesures qui parlent aux Français. Et de ce point de vue-là, effectivement, toutes ces mesures sont tentantes et on pourrait dire qu'elles ont leur logique, mais voilà, elles coûtent extrêmement cher au budget de l'État et surtout, on a du mal à voir comment les Républicains vont compenser ces pertes de recettes pour l'État, sachant que dans leurs lettres, ils disent on est responsable, on proposera des mesures pour compenser. Mais alors les mesures qu'ils proposent, c'est la traditionnelle lutte contre la fraude sociale. Je pense qu'on a fait un sujet ensemble là-dessus. Il n'y a pas de trésor caché. Tout à fait. Et donc on aimerait il n'y a bien, pas vraiment de trésor caché. Surtout les solutions qu'ils proposent, par exemple instaurer une carte vitale biométrique, oui, ça pourrait permettre de éventuellement, après avoir investi pour changer les terminaux dans les cabinets médicaux, et puis demander à tous les médecins de faire les vérifications nécessaires, ça pourrait éventuellement permettre de gagner quelques centaines de millions d'euros, mais ce n'est pas du tout à la hauteur. Sur plusieurs années, la lutte résolue contre la fraude sociale, évidemment, pourrait permettre de rapporter quelques milliards, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de ce qu'ils proposent, tout comme ils proposent de lutter contre l'optimisation fiscale des entreprises en citant évidemment l'exemple de McKinsey. La France est engagée dans un processus de négociation qui s'est fait pendant des années à l'OCDE pour arriver justement à imposer de façon un peu plus importante, à imposer à 15% au minimum les entreprises multinationales qui essaient d'optimiser leurs impôts en s'installant notamment dans les paradis fiscaux. Donc on voit mal comment LR, arrivant au pouvoir ou même juste en écrivant quelques lignes dans un projet de loi, pourrait tout d'un coup changer les règles de la fiscalité internationale sans s'entendre avec aucun pays pour arriver à trouver des recettes supplémentaires. Donc en fait, c'est quand même de l'affichage politique et on se demande comment d'ailleurs quelle sera l'attitude de LR puisqu'il y a un texte de loi qui arrive. C'est mon sujet, pardon, c'est ça le sujet. Est-ce que les Républicains peuvent ou pas, Marc, on finit là-dessus, empêcher l'adoption de ce texte sur le pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'on voit leurs exigences? Un compromis est-il possible avec le gouvernement? Qu'est-ce que alors là, peut accepter on rentre dans de la politique.
on rentre dans de la politique pure. Hein. Je suis pas sûr que je suis mieux placé pour répondre à cette question. On voit bien que LR aura du mal à dire sur le texte pouvoir d'achat, écoutez, nous on le rejette. Donc parce qu'il y aura des mesures comme l'augmentation des retraites. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Marine Le Pen ce matin aussi. Hein. Voilà, donc a priori, on s'oriente plutôt vers une abstention, et dans ces cas-là, l'abstention devrait aider à ce que le texte soit adopté. Voilà, donc a priori, LR ne devrait pas, sous réserve évidemment, bloquer l'adoption du projet de loi, mais évidemment, on n'est jamais à l'abri de surprises. Voilà, mais c'est d'autant plus étrange qu'ils proposent des mesures aussi coûteuses, puisque du coup, ils risquent de ne rien obtenir, de ne pas pouvoir dire à l'électorat, regardez, on a obtenu quelque chose. Alors, ils pourraient dire à l'inverse, le gouvernement ne nous a pas écoutés, n'a repris aucune de nos mesures. Il faut voir aussi que LR a demandé une déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'est une mesure qui est aussi réclamée à gauche de l'échiquier politique. Et donc ça, le gouvernement, Elisabeth Borne, s'est montrée hier ouverte à l'idée de déconjugaliser la AAH. Donc est-ce que cette prestation ne soit plus conditionnée au revenu du foyer, mais au revenu de la personne qui en est bénéficiaire, de la personne handicapée. Pour les rendre évidemment plus indépendants. Et donc ça, c'est une mesure que LR pourra dire avoir obtenue. Il faudra voir combien ça coûte, hein, parce que c'est distribué à un certain nombre de ménages en France. C'est assez important, en fait, le nombre de personnes qui en bénéficient. Et la tradition, enfin beaucoup d'aides sociales en France, de prestations sociales, sont liées au revenu du foyer. Hein. Quand on vous verse la prime d'activité, par exemple, c'est si vous êtes smicard et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus sa vie, vous n'avez pas le droit à la même prime d'activité, voire vous n'y avez pas droit du tout, alors que si vous êtes seul, vous y avez droit. Mais donc, c'est quand même revenir sur un principe qui est normalement de calculer les aides en fonction de votre capacité, de votre pouvoir d'achat en tant que foyer et non pas en tant que personne. Mais cette idée-là est évidemment très populaire parce que personne n'a envie de dire aux personnes handicapées qui n'ont pas besoin d'être indépendants et qui doivent dépendre d'un revenu d'appoint de quelqu'un d'autre qui le leur fournirait. Ouais. Et donc, elle va finir par s'imposer et normalement, elle devrait être mise sur la table prochainement par le gouvernement. Bon, merci Marc. Avant de se quitter, on regarde la couverture du nouveau point, enfin du point de cette semaine, la couverture en Russie interdite. Tout à fait. Alors nous avons et interview aussi de Pierre Moscovici. Oui, nous avons une interview du premier président de la Cour des comptes qui a réalisé, comme tous les 5 ans, un audit approfondi des finances publiques et qui est revenu en détail sur ce qui s'est passé les 5 dernières années, donc en gros la gestion par Emmanuel Macron, et qui évidemment donne décrit l'ampleur du défi à venir si Emmanuel Macron veut respecter les objectifs qu'il s'est lui-même fixés, c'est-à-dire de diminuer la dette à partir de 2026 et revenir sous 3% de déficit en 2027, objectif réitéré hier dans son discours de politique générale par Elisabeth Borne. Et la Cour des comptes montre que, comme le gouvernement s'est engagé sur de nouvelles baisses d'impôts, la redevance audiovisuelle, supprimer la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, dès 2023, il va falloir faire des économies extrêmement importantes, sauf à ce que les objectifs de réduction ne soient pas tenus voilà. Ou d'augmenter les impôts, évidemment. On va avoir plein de trucs à commenter dans les prochains mois et les prochains trimestres. Merci beaucoup. Exactement. Merci Marc Mignot, journaliste au Point. Passez un bel été. Salut. Ciao. Merci, au revoir.